Bonjour à tous, bienvenue dans le Grand Rendez-vous, votre émission qui lance la semaine politique. Il y a tout juste un an, il concédait le point à Emmanuel Macron. Le président avait réussi à mettre en œuvre sa réforme du Code du travail. D'autres ont été engagés depuis et malgré les oppositions sociales, syndicales et politiques, elles ont également été adoptées. Mais depuis quelques mois, les choses se dérèglent en Macronie. 13 jours par exemple, que le ministre de l'Intérieur a démissionné et on attend toujours un remaniement. Alors, la France insoumise espère-t-elle, cette fois, remporter le point? Quelle est son analyse de la situation politique actuelle? Quels sont ses nouveaux combats? Quelle est sa stratégie en vue des prochaines élections européennes, municipales? La gauche qu'elle incarne est-elle unie pour mener ces batailles? Bonjour Jean-Luc Mélenchon. Merci d'avoir accepté l'invitation du Grand Rendez-vous. Vous êtes député des Bouches-du-Rhône. Vous êtes également président du groupe des députés La France Insoumise. C'est ma seule présidence, parce que vous m'avez bombardé président de la France Insoumise. Il y en a vous pas. Effectivement, pour l'instant, vous n'êtes que président du Exactement. groupe des députés de la France Insoumise. C'est un grand honneur. À l'Assemblée nationale. Alors, on va parler de tous ces sujets d'actualité, évidemment, avec vous. Pour vous interroger, vous avez Nicolas Barré, directeur de la rédaction des Échos. Bonjour Nicolas. Bonjour Hélène, bonjour à tous. Et Damien Fleureau, chef du service politique de CNews. Damien Fleureau qui vous pose la première question, Jean-Luc Mélenchon. Bonjour Jean-Luc Mélenchon. Alors, on en parlait à l'instant. Le ministre de l'Intérieur, Gérard Collomb, a donc démissionné. C'était le 2 octobre dernier. Son intérim est assuré par le Premier ministre, le chef du gouvernement lui-même. On attend donc le remaniement, la nomination d'une nouvelle personnalité au ministère de l'Intérieur. Mais ce délai, est-ce si grave finalement? On va voir, bien sûr. Mais ce qui est clair, c'est ce qu'a dit à l'instant Hélène Juan, qui est frappant, c'est que le président Macron a lui-même créé la crise. C'est sans précédent dans la vie politique, parce que il a fait une année de rouleau compresseur. Nous avons résisté, s'il vous plaît, il faut s'en rendre compte, et nous avons été le grain de sable. C'est Emmanuel Macron qui a provoqué le départ de Gérard Collomb. Que voulez-vous que, bien sûr, par le fait que cet homme n'a pas d'assise sociale dans le pays, et que charger comme il le fait les retraités, les jeunes, les salariés, tout le monde à la fois, vous avez un terrain qui devient instable, et lui-même a été incapable de fédérer, de tracer une perspective qui rassemble le peuple Gérard français. Collomb ne dit pas de différent politique avec Emmanuel Macron. Mais qu'est-ce que ça change? Vous n'appelez pas avoir un différent politique, c'est la 5e République. Moi je suis contre, mais il y a quand même une règle. La 5e République, maintenant, les ministres décident quand ils s'en vont. Et quand le chef de l'État leur dit non, tu restes, quand même, il continue. Ah ben non, je m'en vais quand même. Et on s'en va le dire dans un journal. Ça vous choque justement la façon dont Gérard Collomb a démissionné? Mais c'est le signe d'un délitement. La suite sera une agonie. La crise est partie d'une crise politique qui part de l'affaire Benalla, qui elle-même révèle quelque chose de l'état du sommet de la présidence, et a marqué une rupture dans l'État. Enfin, faut quand même vous rendre compte. Quand vous avez un ministre de l'Intérieur qui passe devant une commission parlementaire et qui dit, moi, je connais pas ces gens qui sont à l'Élysée, je sais pas qui c'est. Et quand je vois le président de la République, on parle pas du sujet. Et ensuite, il dit, il y a un problème, voyez le préfet de police. Autrement dit, pour la première fois, on a entendu le numéro 2 de l'État dire, les politiques n'assument plus leurs responsabilités, ce sont les fonctionnaires qui exécutent les ordres, qui, dorénavant, assument les responsabilités. Il n'y a plus d'État républicain dans ces conditions, parce que les fonctionnaires doivent servir et obéir, mais à condition que les politiques assument devant les électeurs et devant le pays. Là, quelque chose a été luxé. J'essaye de me faire comprendre. L'État est une réalité qui doit être ménagée avec soin en France, parce que nous sommes de tradition étatique de longue main. Donc tous ces gens-là se sont comportés comme des amateurs qui circulaient là au milieu. Le président de la République lui-même persuadé qu'en traversant le pont d'Arcole 10 fois par jour, il prendrait jamais une balle, et il s'en est pris une rafale. Parce que l'affaire Benalla est écœurante au dernier degré, et elle n'est pas finie, parce que le départ de M. Hulot se fait sur un diagnostic politique terrible, qui ruine le sens de la coalition de Macron, puisqu'il dit, avec la politique de l'Union européenne et les contraintes budgétaires, il est impossible de faire la transition écologique. Mais tout le monde a compris qu'il faut faire la transition écologique. Et M. Hulot vous annonce qu'il ne la fera pas, que le gouvernement ne la fera pas. Après, bref, 5, 4, 3, 2, ça s'est arrêté au numéro 1. Du numéro 5 au numéro 1, tout le monde est parti. Et sur une crise à chaque fois. Donc maintenant, il reste le numéro 1, le Premier ministre. Et que s'est-il passé? Je vous prie quand même de regarder cet événement. Le Premier ministre a organisé pendant 10 jours un bras de fer avec le président de la République. C'est un signe d'affaiblissement quasi total de l'État. Vous êtes sûr de ça?
Bras de fer sur les nominations au ministère de l'Intérieur. Sinon, quelle cause y a-t-il à une durée pareille pour faire un changement de gouvernement? Mais même pour la Macronie, un minimum de professionnalisme est requis. Quand on change un gouvernement, pourquoi on le fait? Pour tourner la page, pour dire bon, alors d'accord, on a fait 3-4 bêtises, on va rectifier ça, on change une équipe pour changer de pied d'appel. Là, il a dit lui-même, avant même que ça commence, ça changera rien. Bon, très bien. Donc c'est uniquement une question de rapport de force. C'est la 4e République au sommet de l'État. Avant, c'était entre l'Assemblée et le Président. Maintenant, c'est entre le Président et le gouvernement. Par conséquent, quoi qu'il fasse maintenant, quelle que soit la liste qu'il va établir, il va encore trouver 2 ou 3 renégats du Parti Socialiste pour venir dans son gouvernement, 1 ou 2 de droite qui veut terminer sa carrière. Mais quoi qu'il fasse, ça ne pourra pas être mieux qu'un replâtrage. Et par conséquent, ce qu'il fait sera une agonie politique. Et nous l'attendons au prochain rendez-vous, c'est-à-dire les élections européennes, dont nous comptons faire un référendum, pour lui dire, et maintenant, il y en a marre, stop. Et s'il se prend la raclée démocratique que j'espère, eh bien vous verrez que dans moins d'1 an, toute la situation politique pourrait basculer et qu'on pourrait enfin passer aux choses sérieuses. Mais pour revenir à la question du début, est-ce que c'est si grave ce délai d'une quinzaine de jours pour remplacer un ministre de l'Intérieur? Vous connaissez bien l'Allemagne, Angela Merkel a mis 6 mois à faire sa coalition, donc après tout, est-ce que vraiment c'est si fondamental? Alors là, c'est autre chose, parce que si Madame Merkel avait été seule, on aurait pu dire elle est maladroite, ce qu'elle est. Mais il y avait eu les Espagnols avant, 6 mois. Il y avait eu les Italiens. Les Belges aussi. Alors réfléchissons tous à ça. Toute l'Europe, tous les gouvernements des grandes puissances européennes, de qui on parle, hein, la France, 2e puissance. Avant, on a dit l'Allemagne. 2e, les Français. 3e, les Italiens. 4e, les Espagnols. Tout le monde est en crise politique. Et alors, on dit, ah bah oui, tiens, comme c'est curieux, c'est une affaire d'épidémie ou de climat. Non, ça veut dire que les fondamentaux qui tiennent les peuples liés entre eux, qui fait consentement pour faire de la société, et qui fait on se sent représenté politiquement, sont rompus. Pourquoi? Parce que la politique européenne de libérer les énergies, la concurrence de tout le monde contre chacun, et le discrédit absolu de la politique, puisqu'ils n'ont aucun pouvoir, ces gouvernements, aboutit à ce résultat. Je demande qu'on y réfléchisse. Nous sommes dans une saison de l'histoire qui est extrêmement tumultueuse et qui est en train de devenir dangereuse. Parce que pendant qu'on fait tous ces numéros, vous avez des savants qui vous disent, écoutez, il vous reste 3 ans pour changer de méthode de production, parce que sinon, c'est la catastrophe écologique. Vous avez tous les commentateurs économiques, dont M. Barret, qui est là en face de moi et qui me parle d'autre chose, qui vous écrivent dans leurs journaux, de manière très savante, une énorme crise financière est en préparation, et un bras de fer terrible existe entre les Chinois, les Américains et le reste du monde. Et nous, pendant ce temps, de quoi on parle? De savoir si M. Collomb sera bien maire de Lyon, et s'il a raison de s'en aller d'un gouvernement qui ne sait plus où il va. Damien Fleureau. Vous avez parlé de l'affaire Benalla, du départ de messieurs Hulot et Collomb, mais finalement, cette crise de la Macronie, elle n'est pas de votre fait, elle n'est pas du fait d'une contestation de vos troupes, de votre mouvement, finalement. Et vous le regrettez, mais finalement. C'est exactement ce que je viens de dire. Je viens de dire que la crise est partie de l'intérieur. Mais comme j'ai un peu de culture, et que je ne suis pas obligé de raisonner sur les 2 secondes qui viennent de s'écouler, j'essaye de comprendre pourquoi une crise politique éclate dans les sommets. C'est pas des gens stupides, c'est des gens intelligents. Pourquoi ça a lieu? C'est ça la question qu'il faut se poser. Maintenant, le fait que nous existions, cher monsieur, permet au pays de savoir qu'il a une alternative. C'est quand même pas rien. C'est pas ou monsieur Macron et sa bande d'excités, ou rien. On n'est pas revenu à l'époque de ou moi ou le chaos. Ça sera peut-être lui et le chaos, ou bien nous et l'ordre. Et l'alternative, ce sera, vous le dites, au moment des élections européennes. Les élections européennes, elles n'ont jamais servi à ça. Quand bien même, vous remporteriez, vous seriez le premier parti politique de France. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Avant, il n'y avait pas non plus certains insectes au nord de la Loire, et maintenant il y en a. Et voilà. Si vous adoptez le raisonnement des paysans du 19e siècle, ah ben on a toujours fait comme ça, alors ça sera toujours pareil. Non, je veux que vous m'expliquiez pourquoi ça changerait à ce moment-là. Je peux pas m'empêcher d'ironiser, que voulez-vous. Il faut quand même qu'il reste un peu d'humour dans la politique. Pourquoi? Eh bien parce que, madame, cet homme est le résultat, il le dit lui-même, d'une effraction. Le champ politique traditionnel de la France a explosé à l'élection présidentielle. D'un côté est apparu M. Macron comme un objet politique absolument neuf, qui faisait une synthèse du centre gauche et de la droite, et de l'autre côté est apparue la France insoumise, qui elle aussi est un objet politique absolument neuf, qui a à peine 1 an. Donc partez déjà de ça, oubliez ma personne, oubliez M. Macron. Tout a volé en éclats. Demandez-vous pourquoi? Parce que la France ne trouve pas son compte dans les nouvelles conditions qui lui sont faites. 1 an après,
Monsieur Macron est aussi usé que l'était Monsieur Hollande au bout de 5 ans, qui lui n'avait rien fait, regardez passer les trains. Et qui est resté 5 ans. Et qui est resté 5 ans. Donc, il est tout à fait possible que le président Macron, s'accrochant au pouvoir, prolonge l'agonie pendant 5 ans. Ce serait son droit. C'est les élections conduisent à ça. Mais ça peut être aussi un homme qui se dit, j'entends ce que dit le pays, de plus puissants que lui l'ont fait. Le général de Gaulle, sur un référendum à propos de l'organisation des régions, est parti. Donc lui pourrait parfaitement dire, mon effraction c'est terminé, je m'en vais. Ou bien, je dissous. Enfin, écoutez, quand même, il y a des institutions démocratiques, quand même, on peut admettre ça. Supposez qu'il fasse 10% ou 12%, mais vous-même, vous serez les premiers, les commentateurs, à dire, ça craint, un pouvoir qui repose sur 12%. La dernière fois que ça a été le cas, c'était Monsieur Hollande, il a eu 13%. Qu'est-ce qu'a été ensuite son gouvernement? Une longue agonie. On a perdu du temps. Si on va au bout de votre raisonnement, vous lui demandez de dissoudre l'Assemblée nationale? Non, vous n'allez pas au bout de mon raisonnement, que visiblement vous n'avez pas compris, parce qu'il est plein de prudence, mon raisonnement. Il dit, je m'en tiens aux élections. Donc, le prochain rendez-vous électoral, je ne suis pas en train d'appeler à Europe 1, les gens descendent avec des bâtons et des fourches. Je leur dis, il y a un rendez-vous électoral, utilisez votre bulletin de vote, faisons de ces élections européennes un référendum anti-Macron, puisque M. Macron se contente de copier les recommandations européennes. Et puis, nous verrons. Écoutez, on n'est pas en guerre civile dans ce pays, quand même. Le président de la République est capable de comprendre un rapport de force, de l'entendre, et de comprendre qu'il est d'une certaine façon arrivé, il est à bout de souffle. Enfin, il n'y a que lui qui peut croire le contraire, parce que il embrasse tout le monde dans la rue. Mais ça c'est une illusion. La vérité est que le peuple français est dans un moment de colère qu'il n'arrive pas à dominer, lui, Monsieur Macron. L'autre jour, la colère de François Ruffin dans l'hémicycle a eu un écho considérable, parce que les gens ne comprennent pas pourquoi des gosses qui sont en situation de handicap peuvent pas être accompagnés à l'école alors qu'on est la 5e ou la 6e puissance économique du monde. Et le gouvernement lui a répondu en disant, c'est déjà des choses qui sont en cours. Mais il vous a pas demandé de le répéter, parce que je suis obligé maintenant de vous répondre, Madame Hélène Jouan, ce n'est pas vrai. Monsieur Blanquer, non seulement est l'homme qui a supprimé 12 000 postes du temps où il était le directeur des enseignements scolaires de Monsieur Sarkozy, il continue maintenant, il est en train d'assassiner l'enseignement professionnel qui va être réduit à quasiment 2 ans. Or, mesdames, messieurs, vous qui vous préoccupez beaucoup d'économie, vous savez sans doute qu'on ne fait pas une économie avancée sans toutes sortes de cadres intermédiaires que l'enseignement professionnel produit des ouvriers hautement qualifiés. Voilà ce qui est en train de détruire Monsieur Blanquer, qui n'y connaît rien, parce que c'est une de ces, de ces importants de l'éducation nationale qui n'ont jamais vu de près ni une machine ni une usine. Jean-Luc Mélenchon est l'invité du grand rendez-vous. On se retrouve dans quelques instants. On a beaucoup parlé d'Emmanuel Macron et de son gouvernement. On va parler de vous, de votre famille. À tout de suite. Le chef de file de la France Insoumise, Jean-Luc Mélenchon, député des Bouches-du-Rhône, est l'invité du grand rendez-vous. Une question de Nicolas Barré. Oui, Emmanuel Morel et Marie-Noëlle Lienemann, qui représentaient l'aile gauche du Parti Socialiste, viennent d'annoncer qu'ils quittent le PS, provoquant une nouvelle scission dans votre ancien parti, il y a longtemps. Vous les connaissiez très bien, alors est-ce que vous allez leur faire une place, notamment sur une liste pour les européennes, en position d'éligible? D'abord, commençons par prendre la mesure de l'événement, parce que c'est un événement. Le Parti Socialiste, qui n'a plus d'adresse, n'a plus non plus d'aile gauche. Et cette aile gauche se constitue en organisation, ce qui veut dire qu'ils ont compris que ça ne servait à rien d'essayer de faire pression de l'intérieur pour changer l'orientation de ce parti. Si bien que c'est un long cycle historique de 40 ans qui prend fin. Notre pays, depuis un siècle, pays pétri de la tradition égalitaire, exprimait cette passion à travers 2 grandes organisations, le Parti communiste et le Parti socialiste. Ce cycle est terminé. Pour autant, la suite ne se construira pas sans la culture socialiste, ni sans la culture communiste. Et c'est donc sur ce champ de ruines que nous avons surgi, et qu'il nous revient à nous, la France Insoumise, d'être ceux qui sont capables de proposer un label commun, un cadre commun d'action pour fédérer le peuple, et que les cultures, je ne dis pas les partis, car il ne peut pas être question de... Donc vous avez vocation à les accueillir, en fait, ces dissidents. La France Insoumise est un label commun. Souvent, j'admets qu'on ne comprenne pas très bien ce que nous sommes en train de faire, et nous sommes souvent jugés d'après les anciennes normes. Nous ne sommes pas un parti. Je ne cesse de le répéter, nous sommes un mouvement, et mieux, un label commun. Donc nous n'existons que pour et par l'action. Si bien que tout le monde peut trouver sa place facilement à créer des groupes d'action sur le terrain, à participer à ces actions. Alors c'est l'action contre la fraude fiscale, contre le changement climatique, etc. Donc ça sera facile pour eux de trouver leur place si naturellement ils respectent le cadre. Mais c'est ça qui est frappant dans leur démarche et qui m'impressionne, parce que je peux faire l'aveu à cette radio que
jusqu'au bout, j'ai été très sceptique. Jusqu'au bout, ça veut dire quoi? Ça veut dire que depuis combien de temps réellement quitté le parti. Depuis combien de temps vous parlez avec eux pour leur ouvrir les bras? Beaucoup de mois, parce que nous voulions être absolument sûrs qu'on se comprenait. Eux voulaient être sûrs de ce que je disais, et moi, je veux être sûr de ce qu'ils disent. Il n'y a pas de négociation possible sur les fondamentaux. Nous convergeons parce que nous pensons la même chose, pas parce qu'ils m'ont tordu le bras ou j'aurais tordu le bras. Par exemple, sur la question qui peut vous paraître à vous un peu nébuleuse de l'OTAN, c'est-à-dire des alliances militaires en Europe, qui est une question qui a toujours dévasté le mouvement socialiste, car le mouvement socialiste a toujours eu une tentation atlantiste plus fort que tout. Vous voyez comment M. Hamon, quoi qu'il ait quitté le PS sans qu'on sache bien juste pourquoi, en tout cas sur la question de l'OTAN, ne change pas de position, il reste atlantiste. Donc je voulais être sûr de ça. Je voulais être sûr du fait qu'on disait bien la même chose sur la 6e République. Car je connais et Marie-Noëlle Lienemann et Emmanuel Morel, ça fait des années qu'ils disent ça. Mais est-ce on s'est bien compris? On parle bien d'une constituante, c'est pas eux et moi qui allons écrire une constitution. C'est très important parce que c'est un changement dans les manières de faire de la politique. Nous ne faisons pas d'ouverture. Nous ne collons pas des pièces et des morceaux de gens qui se retrouvent comme dans un gouvernement de circonstances. Nous faisons converger des gens qui constatent qu'ils sont d'accord sur les fondamentaux. Par conséquent, personne ne rallie l'autre en quelque sorte. D'accord, mais nous rallions tous des idées. J'en reviens à ma question. Donc vous pourriez les accueillir sur la liste, sur votre liste aux européennes. Pourquoi pas? Il y a un comité électoral à la France Insoumise qui s'occupe de faire la liste. Comme vous le savez, on a fait un premier tour avec 600 candidatures. Il a fallu retenir 69 personnes, qui est déjà un exploit, parce que ça peut faire que des mécontents, et nous avons eu notre lot de pieds écrasés, qui l'ont fait savoir très bruyamment. Bon, c'est la vie, ça a toujours été comme ça. Mais il reste 14 ou 15 places, je crois, à pourvoir, et qui ne seront pas... c'est des places qui vont prendre leur place dans toute la liste, depuis les éligibles jusqu'aux non-éligibles. C'est la commission électorale qui décide de ces choses-là. C'est une commission qui est politique, d'accord, plus de la moitié est tirée au sort, mais ce sont des militants, donc sont parfaitement capables de comprendre qu'un événement pareil, comme une nouvelle scission du Parti Socialiste, venant vers nous d'une manière honnête, sincère, pour la première fois, des gens viennent sans nous insulter. Bon, sortent du PS sans nous insulter. Eh bien, ils ont naturellement leur place dans ce label commun. Mais donc on a compris qu'ils seront sur la liste. Julien Drey, ça pourrait être le prochain à accepter cette convergence? Je ne sais pas. C'est à lui de savoir. En tout cas, il faut aussi qu'il tienne compte du fait que nous ne sommes pas la mer des Sargasses. Donc il suffit pas de quitter le PS pour arriver à la France Insoumise. Je ne le dis pas méchamment à l'égard de Julien Drey, qui est un garçon que je connais bien, qui est d'humeur changeante, et qui a quand même, comment dire, le passé d'un homme qui a collé de très près à François Hollande, qui pour nous représente le maximum de ce qu'on peut faire en dévastation politique. Donc, et ça, c'est indélébile et vous aurez du mal à passer là-dessus? Disons qu'il faut qu'il commence par poser des actes qui... Mais enfin, il fait ce qu'il veut. Moi, c'est pas mon sujet. Mon sujet, c'est Morel, Lienemann, c'est plusieurs centaines. Et maintenant, tous les socialistes qui en ont par-dessus la tête du vaisseau fantôme ont un lieu d'atterrissage. Pour l'instant, Olivier Faure dit c'est Morel et Lienemann et c'est pas toute l'aile gauche du PS qui s'en va avec eux. Oui, il a fabriqué depuis une aile gauche, ça m'amuse beaucoup de voir ça. Alors il compte refaire une aile gauche avec Monsieur Baumel, qui est un garçon tout à fait sympathique, mais qui a quand même passé l'essentiel de sa vie à faire Strauss-Kahnien. Le v'là repas en aile gauche. Bon, non. Alors évidemment, les dirigeants et les caciques et les bureaucrates du Parti Socialiste, chaque fois que quelqu'un s'en va, il part tout seul, ça veut rien dire, ça n'a pas d'importance. Comme je suis parti, je n'étais que un fou furieux. Quand Madame Bateau est partie, on a dit c'est normal, c'est une caractérielle, et ainsi de suite. Chaque fois que quelqu'un s'en va, c'est pas un problème. Bon, tant mieux. Au fond, on s'en fiche. Maintenant, c'est plus le sujet. Le sujet, c'est comment ces centaines de personnes, ces milliers sans doute. Il y a quand même, hier, vous l'avez peut-être vu, par exemple, j'ai appris que le maire de la Seine-sur-Mer, qui est une grande ville du Var, sortait en même temps que Monsieur Emmanuel Morel. J'ai appris que, comme ça, plusieurs dizaines de conseillers régionaux, où c'est pas la petite équipée de Benoît Hamon, dont on n'avait pas compris pourquoi il quittait le Parti Socialiste, ni qu'est-ce qu'il comptait faire au juge, et qui, à peine dehors, a commencé surtout à nous tirer dessus. C'est là quelque chose de plus sérieux, de plus profond, et je pense que les socialistes, il y en a des milliers dans le pays, vont se rapprocher d'Emmanuel Morel, parce que au demeurant, nous ne sommes pas la structure, nous ne sommes pas un parti, je le rappelle encore une fois, nous sommes un mouvement, un label commun. Donc il faut qu'il transite par une forme organisée, celle de Morel-Lienemann. Alors sur ce mouvement... J'espère qu'on comprend ce que je dis, parce que c'est quand même très politicien. On comprend. Une question de Damien Fleureau. Sur justement le fonctionnement de votre mouvement, vous avez commencé à en parler. Vous avez exclu le 12 septembre le collectif Insoumis Démocrates, qui faisait donc partie de votre mouvement au motif d'une lettre
que leur démarche entrait en contradiction avec les principes de la France insoumise. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire oui, le débat n'est pas possible forcément au sein de ce mouvement. En effet, les fractions, les vieux trucs de partis et d'extrême gauche, le noyautage, 10 personnes dans une salle fumeuse qui signent un texte, qui met en cause la direction et tout ça. Non, ailleurs. C'est pas notre genre, c'est pas notre truc. Et on a dit. Mais alors, où est-ce que vous situez? Attendez, laissez-moi finir. Le mouvement, pas moi, Jean-Luc Mélenchon. Moi, je suis juste président du groupe. J'ai déjà assez à faire avec ça. Le mouvement, dans son assemblée représentative, composée pour moitié de gens tirés au sort, a décidé d'une grille d'une charte de comportement, dans lequel, précisément, ce genre de pratiques ne sont pas possibles au mouvement. Mais je le redis aux gens. Mais les pratiques, c'est quoi? Mais je sais même pas qui c'est, ces gens. Moi, j'ai lu ça dans le Parisien. On me dit, il y a des démocrates insoumis, mais qu'est-ce que c'est que cette histoire? Ils sont 10, dont 2 qui sont des agités. Qu'importe, ils posent la question du débat dans votre mouvement. Eh bien, mais le débat a lieu. Il y a des gens qui ne supportent pas de ne pas être très importants. Et ils ne sont pas contents tant qu'ils n'ont pas fait le texte, la fraction. C'est l'ancien monde pour vous, en quelque sorte. Mais je comprends qu'ils veuillent le faire. J'ai même lu une fois, il y avait un texte, nous n'avons pas envie d'être les porte-serviettes de Jean-Luc Mélenchon. Mais parfait si vous pensez que j'ai besoin de porte-serviette. Mais ne restez pas là. Moi, j'accepterai pas d'être le porte-serviette d'un gourou. Je ne l'accepterai pas. Respectez-vous. Allez faire ça ailleurs, allez faire ce que vous croyez important ailleurs, et surtout fédérez-vous, continuons l'action ensemble. Parce que quand on fait un référendum, par exemple, sur la fin du nucléaire, tout le monde peut y participer, y compris ceux qui n'aiment pas Jean-Luc Mélenchon. Encore, j'aimerais bien qu'on arrête de tout focaliser sur moi. Puis après, on dit, ce gars-là, il se met au centre. Non, c'est vous qui me mettez au centre, moi j'ai rien demandé. On a vu il y a quelques jours, et là c'est votre fonction de président de groupe des députés de l'Assemblée nationale, de la France insoumise, que certains n'avaient pas tout à fait la même vision que vous sur l'immigration. Alors c'est parti de cette histoire de manifeste qui a été publié par des journaux, Mediapart, Politis, Regard, et que c'était compliqué finalement de ne pas être d'accord. Je ne sais pas si c'est avec vous. Est-ce que c'est ne pas être d'accord avec la ligne du mouvement, édictée par le mouvement? Ouais, non, enfin ça c'est le coup du journaliste qui prétend écouter aux portes et qui raconte, qui dresse les gens les uns contre les autres, transforme non, mais par exemple, Clémentine Autain a voulu signer ce texte. Oui, est-ce qu'elle a le droit? Oui. Est-ce qu'elle l'a fait? Oui, elle l'a fait. Est-ce que nous lui avons demandé de retirer sa signature? Non, mais visiblement vous l'avez reproché. Non, n'inventez pas. N'inventez pas, s'il vous plaît. Vous ne lui reprochez pas? C'est pas les journalistes qui vont décider de la vie des organisations. Nous sommes un groupe, écoutez-moi, Madame Jouan, avec 17 personnes qui sont des adultes, des têtes dures, qui ont une longue vie politique. Donc nous discutons tout le temps. Si on écoute aux portes et qu'à chaque fois qu'il y a une contradiction entre nous, on en fait un drame, il n'y a plus de vie commune possible. Il y a sur certains sujets des approches différentes. Mais qu'est-ce qui compte dans un groupe parlementaire? Je suis président d'un groupe parlementaire. C'est pas le bureau politique de la France insoumise, comme je l'ai dit malencontreusement une fois. Non, bien, dans un groupe, ce qui compte, c'est les votes. Sur la question de l'immigration, asile, immigration, il y a eu une loi déposée par monsieur Macron, dont plusieurs chapitres ont été votés en commun par La République En Marche et le Front National. Nous n'avons pas entendu un mot de critique de certains secteurs sur ce sujet. Nous avons été absolument tous, je dis bien tous, unanimes sur la manière de voter et de faire des propositions. C'est ça qui compte. Après, apparaît un texte, les uns le signent, les autres le signent pas. Moi, je ne l'ai pas signé parce que je ne suis pas d'accord avec l'idée principale de ce texte qui est qu'on ne peut plus rien contre les vagues de départ d'immigration, c'est écrit tel quel, et que si jamais on s'avise de vouloir les contrôler ou de les réguler, on sera contraint à une activité policière inacceptable. Bon, je crois au bon usage des frontières, et je crois que l'action de lutte révolutionnaire, citoyenne et écologiste a un sens dans tous les pays de départ, que ce soit en Afrique ou ailleurs. Je crois qu'on peut arrêter les guerres, je crois que, bref, je crois qu'on a le droit d'être en désaccord entre nous. Tout le monde est libre. Je veux le redire ici. Il n'y aura pas et il n'y a jamais eu de police politique à l'intérieur du mouvement. Vous m'aviez posé la même question il y a un an de ça à propos de Danielle Obono. Et je vous avais dit, elle ne dit pas ce que vous croyez. Et deuxièmement, elle est avec nous dans le combat et aussi longtemps qu'on vote tous pareil, tout va bien. Donc je veux le redire ici fortement. Je vous demande à vous, les journalistes, de respecter notre droit à parler. Vous vivez en couple, n'est-ce pas? La plupart d'entre vous. Aucun couple ne résisterait à un éclairage de la lumière qui tous les jours mettrait sur la scène publique les discussions que vous avez. Eh ben, dans une organisation, c'est fragile, c'est délicat. Moi, j'ai 17 têtes dures, d'accord?
Bon, donc les faire vivre ensemble, voter ensemble, c'est un art. Mais je me mets dedans, figurez-vous, parce que je suis pas le caractère le plus simple là-dedans, et c'est moi le président, alors en plus. Mais je crois que j'ai bien fait mon travail. Ça fait 1 an que nous fonctionnons les 17 et nous avons toujours voté de la même manière. Si un jour on votait différemment, ben je verrai. Mais ce n'est pas le cas. Dans le groupe parlementaire, mon groupe, il est brillantissime. C'est le plus beau groupe parlementaire de toute l'Assemblée nationale. Le peuple se sent représenté par eux. Tout le monde n'a pas la chance d'avoir un Ruffin, une Clémentine Autain, une Obono, un Lachaud et Mathilde Panot. Ils sont magiques. D'ailleurs, vous connaissez leurs noms. Me dites pas le contraire. Vous les avez presque tous cités. Vous connaissez... Merci, Jean-Luc Mélenchon. On est 17. J'en ai cité que 5. On va s'arrêter là. Mais vous êtes d'accord que vous retrouve... connaissez leurs noms? Comment ça se fait que vous connaissez leurs noms? Vous connaissez pas le nom des La République en marche. Ils sont 312, c'est plus compliqué. C'est tous les mêmes, c'est des robots. Jean-Luc Mélenchon, invité de Grand Rendez-vous. On se retrouve dans un instant. Jean-Luc Mélenchon, président du groupe des députés de la France Insoumise à l'Assemblée nationale, est l'invité du Grand Rendez-vous. La réforme des retraites est presque lancée. Une question de Nicolas Barré. Oui, et vous avez dit que cette réforme serait la mère des batailles contre Emmanuel Macron. Alors les grandes lignes de cette réforme ont été dévoilées par le monsieur retraite du gouvernement, Jean-Paul Delevoye. Au fond, que reprochez-vous à ce passage à la retraite à points envisagé par le gouvernement et en quoi est-ce, comme vous dites, en quoi est-ce une arnaque, comme vous dites? Pardon? Bon, bien sûr que j'ai dit la mère des batailles parce que pourquoi? Parce que le système des retraites, c'est un monument issu de la libération et d'un rapport de force de classe qui a été formidable. Ceux qui travaillent cotisent pour payer un niveau de vie décent à ceux qui ne travaillent plus et qui ont travaillé avant et payé. Mais un monument, ça peut se rénover de temps en temps quand même. Oui, oui, bien sûr. Mais il y a une différence. On pourrait le rénover en étendant le système des retraites par répartition, en faisant entrer les mutuelles dans le système de retraite par répartition, c'est-à-dire qu'on n'aurait plus besoin de retraite complémentaire parce que le régime normal y pourvoirait. Ça serait la logique de l'extension des conquêtes de la sortie de la libération. En 2 mots, en quoi là c'est l'inverse. Ce changement, les gens comprennent qu'ils vont se faire dépouiller et ils ont raison. Pourquoi? Parce que M. Macron, c'est les riches et les fonds de pension. Donc, vous voyez, je suis obligé de faire bref, donc j'y vais à la serpe. Vous saurez toute votre vie combien vous payez votre point, combien vous l'achetez, mais vous saurez jamais combien vous aurez à la retraite. Et quand vous arrivez à la retraite, on vous dira, voilà, il y a tant, divisé par tant que vous êtes. Donc vous aurez tant. Terminez les 25 meilleures années de votre carrière, on prendra toute votre carrière. Les années où vous avez pas pu bosser, pas de votre faute, mais parce que vous étiez au chômage, vos CDD, vos petits emplois de quelques heures, ça sera pas les 25 meilleures années, ça, pour le privé. Et les 10 dans le service public, ça sera plus ça. Donc tout le monde va y perdre. Deuxièmement, vous ne saurez jamais combien vous allez avoir. Et puis troisièmement, c'est une incitation à faire mourir les gens, si j'ose dire, parce que moins nombreux vous êtes dans une classe d'âge, plus vous aurez. Et en plus, j'ajoute que dans une classe d'âge, prenons un exemple, la mienne, il est clair que j'ai déjà vécu plus longtemps que certains de mes compatriotes qui, eux, ont eu des postes de travail plus durs physiquement, plus usants physiquement que n'a été le mien. Par conséquent, c'est l'injustice partout. Injustice sur les revenus, injustice sur la durée de vie, injustice sur les déroulements de carrière qui va s'imposer. Et pourquoi il fait ça? Parce que c'est toujours le même mythe. Il y aura de l'argent quelque part qui va servir à faire des fonds de pension qui vont permettre d'intervenir dans l'économie et pas se placer dans la sphère financière. Ne me dites pas que ce n'est pas vrai, parce que c'est exactement ce qu'ils viennent de mettre dans la loi Pacte sur les entreprises. Pardon, vous parlez en même temps que moi, c'est assez pénible. Je vous écoute. Non, le gouvernement ne parle pas de fonds de pension dans ce qu'il a présenté que va faire cet argent, à votre avis, Monsieur Barré? Voyons, réfléchissons un instant. Vous êtes un économiste, à votre avis, qu'est-ce qu'ils vont faire? Creuser un trou et le mettre dedans? Qu'est-ce que vous en pensez? Donnez votre avis d'économiste. Parce que vous me dites le gouvernement ne dit pas, mais le gouvernement ment. Vous le savez comme moi. L'argent qui va être mis dans ces retraites à points, ils vont l'investir. Et la meilleure des preuves, ils vont l'investir de 2 manières. Soit il sera investi directement parce qu'il constituera des fonds, soit il sera à un niveau tellement bas que vous, Monsieur Barré, vous, Madame Jean, tous, compte tenu de vos revenus aujourd'hui, vous serez obligés de cotiser encore plus à des systèmes de retraite complémentaires, et on vous dira, mais écoutez, Monsieur Barré, écoutez, Madame Jean, je vous arrange cette affaire, parce que l'argent que vous mettrez dans ce fonds de pension, je vous le déduis de vos impôts. Autrement dit, tous les Français vont contribuer à payer vos retraites par le biais de leurs impôts, parce qu'il faudra compenser les sommes que vous n'aurez pas. Ne me dites pas que c'est pas vrai, parce que c'est ce qu'ils viennent de voter dans la loi Pacte.
Monsieur Mélenchon, 42 régimes spéciaux aujourd'hui. Est-ce qu'il n'y a pas un manque de lisibilité, ne serait-ce que À quoi ça sert? pour que les Français... Mais qu'est-ce que vous dites? Quand vous êtes gazier ou électricien, vous avez besoin de savoir ce qu'est la retraite d'un instituteur pour vivre heureux? Mais aujourd'hui, les carrières ne sont plus les mêmes. On peut changer de métier, on peut changer de branche. Et alors? Eh ben, ça marche pas? Est-ce que finalement, je vous pose la question. Est-ce que vous avez entendu dire que quelqu'un est resté sans retraite à cause de la complexité du système? Non. Qu'est-ce que c'est que ce truc de bureaucrate? Ah, c'est illisible, ça gêne qui? Ils ont qu'à apprendre à lire. Qui ça gêne qu'il y ait 42 régimes? Comment ces 42 régimes sont-ils nés? Ça peut être inéquitable. Pardon, Certains jugent que c'est inéquitable, ça vous suffit. Oui, mais je vous connais, l'équité c'est toujours la même. Il y en a un qu'à plus, soyons jaloux, on le lui enlève. C'est toujours ça. D'où sont nés ces 42 régimes de lutte sociale? Parce que dans les conflits sociaux, souvent, pour mettre un terme au conflit, on concluait qu'on améliorait le système des retraites ou on donnait des avantages ici ou là pour arriver à s'entendre et pour partager la richesse. Dites donc, c'est quand même ça le point de départ. Hein. Oubliez pas que la technique vous fasse pas oublier que le partage entre capital et travail, des revenus du travail, c'est-à-dire de la richesse qui est produite, se fait en faveur du capital dans des proportions monstrueuses. Ça vous soucie, l'équité? Alors demandez-vous pourquoi les milliardaires ont augmenté de 30% leur fortune. Eh ben, il y a qu'à partager, non? C'est exactement ce que je dis. Il faut partager. Et les plus puissants doivent partager, que ça leur plaise ou pas. Alors, pour l'instant, c'est monsieur Macron qui fait ruisseler, paraît-il, l'argent sur le peuple, en donnant toujours au même et en espérant que ça ruisselle. Ça ne ruisselle pas. C'est une théorie complètement éculée, complètement bidon, qui ne fait pas avancer l'économie et notamment qui ne permet pas de financer les investissements qui sont nécessaires pour faire la transition écologique. Tout ça est un monde vieux. Ça date de la fin du XXe siècle, ce genre d'idée. C'est du Blair, Thatcher après l'heure. Ça marche pas. Donc vous allez vous mobiliser contre cette réforme des retraites. C'est déjà fait. C'est pas qu'on va le faire, c'est déjà fait. C'est en route, on fait des rues. Comment allez-vous le faire? Par exemple, il y a eu une première mobilisation sociale la semaine dernière à l'appel de Force ouvrière, de la CGT, etc. Vous n'étiez pas dans la rue, je me trompe? Si, tous. Si. Tous les députés France Insoumise qui pouvaient être disponibles ce jour-là y étaient, et les militants et les adhérents et les amis de la France Insoumise qui avaient envie, qui pouvaient faire grève, parce que je vous rappelle que c'était une journée de grève et d'action dans la semaine. Bon, vous savez que nous, le mouvement, on milite, on est partisans de grands rassemblements pendant le week-end, de manière à ce que tout le monde puisse venir, et pas seulement ceux qui ont un préavis de grève dans leur entreprise. Donc en espérant cette fois réussir là où vous avez échoué il y a un an, notamment sur la réforme du Code du travail, oui, mais ou encore vous savez, la réforme de la SNCF. On pourrait dire par exemple le socialisme, on a échoué pendant un siècle et demi, on est encore là. Donc la lutte est de longue haleine toujours, mais s'il n'y a pas des gens comme nous, il n'y a jamais rien qui change dans le bon sens. Parce que si vous laissez les autres faire, ils prennent toujours. Et en ce moment, vous avez sous les yeux le fait que leur appétit, leur cupidité est insatiable. Ils ont gagné en un an des milliards grâce à monsieur Macron qui leur a supprimé l'impôt sur la fortune. Regardez bien quelle partie de l'impôt cet homme a supprimé. La fortune qui était placée en action, qui est en finance. C'est ça qu'il a libéré. Il n'y a pas raisonnement plus bête au moment où la bulle risque d'éclater. Donc oui, nous allons nous mobiliser. Nous sommes contents de voir que FO et la CGT s'accordent. L'année dernière, nous avons beaucoup souffert de la division syndicale et nous avons souffert du fait qu'il y avait un cloisonnement entre l'action politique et l'action syndicale. J'espère que cette année, on va pouvoir le faire. Mais moi, je fais ce que je peux, vous comprenez, je suis pas tout seul. Vous évoquiez FO, petite parenthèse, vous avez vu cette affaire qui ébranle le syndicat Force ouvrière à cause du fichage de ses principaux cadres. Est-ce que vous pensez que... Est-ce que vous pensez que Pascal... Vous n'êtes pas gêné de parler comme ça, mais Pavageau... vous aussi vous fichez les gens dans votre entreprise. Je veux dire, vous avez un fichier dans lequel il est écrit qui c'est qui travaille et combien il gagne. Absolument pas. Si, vous les fichez par revenu. Non. Bah si, ça s'appelle un relevé comptable. La fédération, la fédération de la métallurgie de... vous évanouir devant le micro. Non, vous inquiétez pas. La fédération de la métallurgie de FO, donc ça c'est à l'intérieur du syndicat, demande la démission de Pascal Pavageau. Ça m'étonne pas, il est déjà pas pour les lire. Est-ce que cette affaire vous choque quand même? Non, mais il y a dans Force ouvrière, il y a eu un tumulte à la sortie du Congrès, on le voit bien. Monsieur Mailly, tout d'un coup, sans crier gare, avait changé de ligne et après avoir s'être opposé à la loi El Khomri, est devenu en enthousiaste pétaradant du changement du code du travail. Personne n'a rien compris. Cette organisation a été très secouée. Donc il y a vous eu souhaitez qu'il reste, du coup. Écoutez, racontez pas d'histoire, personne n'a été fiché. Ils ont un problème entre eux, ils se disputent. La fédération de la métallurgie, qui est pas la fédération la plus révolutionnaire de Force ouvrière, c'est d'après ce que je crois savoir, mais peut-être que je suis mal renseigné, n'aime pas trop que le secrétaire général de Force ouvrière soit aujourd'hui en débat avec la CGT et avec tout ce qui bouge dans le pays. Voilà, n'allons pas non plus fichage. Écoutez, monsieur Barré, quand même. Une petite question, Jean-Luc Mélenchon, sur la création d'un conseil déontologique
de la presse. La ministre de la Culture, Françoise Nyssen, vous l'a accordé en quelque sorte, puisque vous êtes beaucoup battu. Vous aviez parlé à l'époque de tribunal professionnel. Oui, ça m'amuse de vous voir réagir. Vous êtes vraiment une corporation qui est incroyable. Ça nous intéresse. J'ai dit une fois tribunal. J'ai dit une fois les auditeurs, les téléspectateurs. Après, j'ai parlé de conseil, etc. J'ai dit une fois tribunal. J'ai osé dire alors, tribunal. Alors, ce sera pas un tribunal. Mais si, madame, ça en sera un. Alors, parce que ça s'appelle comme ça au Canada. On sait bien qu'au Canada, c'est une dictature bolchevique. Que risquerons-nous, monsieur Jean-Luc Mélenchon, dans ce tribunal? Comprenons d'abord une chose. Aujourd'hui, dans les relations entre la presse, qui est toute puissante, qui peut calomnier, insulter, déformer les faits tant qu'elle veut, il n'y a aucune sanction. Jamais aucune. Il y a une seule chose qu'on peut faire, c'est aller au tribunal, porter plainte, attendre 2 ans. Il y a des lois sur la presse. Il y a des lois et ça dure pendant des mois parce que les tribunaux sont débordés et pendant des mois vous subissez l'infamie sans pouvoir vous battre. Moi j'ai essayé de trouver une relation rationnelle et tranquille avec la presse. On n'est pas obligé de se battre et d'aller dans les tribunaux. Je dois pouvoir dire, écoutez, là vous abusez, c'est pas vrai. Je vais voir le conseil déontologique et le conseil déontologique dit, monsieur Mélenchon, il dit, oui, vous avez raison. Ou bien il dit, non, vous avez tort. Vous pouvez pas dire que c'est pas vrai. Vous attentez à l'honneur des journalistes. Mais ça rend. Qu'est-ce que vous allez risquer? Rien. Des sanctions morales, c'est-à-dire le pire. Bon, voyez-vous, quand c'est le CSA qui intervient, parce qu'un citoyen l'a saisi pour dénoncer le fait que cette télé qui ne s'était même pas excusée avait coupé un bout de mon discours, rajouté des applaudissements pour me faire dire le contraire de ce que j'étais en train de dire. C'est un citoyen qui a saisi le CSA a délibéré, et 2 mois après, on a vu apparaître, alors les gens comprenaient, ils savaient même plus de quoi on parlait. Imaginez-vous l'impact devant les personnes, parce que les gens qui regardent le journal télévisé de France 2 ont 62, 63 ans, donc c'est des gens qui ont une confiance au journal, ils entendent dire que M. Mélenchon est dépressif, et les gens applaudissent, et ils le croient. 2 mois après, quelqu'un sur un plateau dit oui, on s'est trompé. Personne ne comprend plus rien. Donc le conseil déontologique permet d'avoir une relation normale. Ça existe dans 29 pays, les petits, là, faut pas avoir peur. On n'a pas peur. Dans des pays normaux, la Suède, le Togo, des pays où il y a pas de problème, ayez pas peur. Ça va bien se passer. Nous n'avons pas peur, on vous retrouve dans quelques instants pour la suite du grand rendez-vous, Jean-Luc Mélenchon. L'invité du grand rendez-vous est Jean-Luc Mélenchon, le député des Bouches-du-Rhône et le président du groupe La France Insoumise à l'Assemblée nationale. Demain, Jean-Luc Mélenchon, l'Italie va soumettre son projet de budget à la Commission européenne, qui pourrait lui demander de revoir sa copie pour cause de déficit excessif par rapport à ses engagements précédents. C'est dire. Est-ce que vous soutenez les Italiens dans leur rapport de force avec Bruxelles? Évidemment. Et si vous voulez, il ne faut pas s'occuper de la couleur politique du gouvernement italien quand on est les responsables de la République française. Bon, c'est pas ma situation, je ne gouverne pas. Mais si je gouvernais, prenons cet aspect du problème. On ne s'occupe pas des étiquettes politiques. Par exemple, l'Allemagne est dirigée par la CDU-CSU, ça n'empêche pas de discuter avec eux, et ainsi de suite. Donc, les Italiens sont en train de se rebeller contre le fait que la Commission européenne se mêlent de leur budget au point de leur dire combien ils ont le droit de dépenser ou pas. Et surtout, regardez bien ce qu'ils sont en train de faire. La Commission dit, d'accord, vous nous présentez un budget qui est dans les clous du traité de Maastricht et des traités budgétaires suivants, mais vous aviez pris un autre engagement, donc vous devez le faire. Autrement dit, le peuple italien peut voter ce qu'il veut, ça n'a aucune espèce d'importance, c'est la Commission qui décide ce qui est bien, ce qui n'est pas bien. Si je gouvernais le pays, évidemment que je saisirais l'occasion aux cheveux de remettre en question les normes de la Commission européenne et l'application bestiale des traités budgétaires dont je propose de sortir. Et je le ferai de même avec n'importe quel gouvernement. Quand j'étais ministre de l'enseignement professionnel, je faisais des fronts avec les Espagnols, les Italiens et les Anglais. Les Anglais étaient travaillistes, les Italiens étaient déjà de droite, et les Espagnols de même. C'est une question de principe, là, et de cohérence. Il y a une question de principe. Ce n'est pas à la Commission européenne de décider qu'est-ce qu'un bon budget dans un peuple. Voilà. Et il faut comprendre que si on continue à donner l'impression que voter ne sert à rien, que de toute façon ce sont des bureaucrates anonymes qui décident de ce que vous avez droit de faire dans votre pays, ne vous étonnez pas après qu'en 20 ans on ait gagné 20 points d'abstention dans notre pays, et que tout le monde pense que tout ça ne sert plus à rien. Et par conséquent, il faut que tout le monde comprenne que l'Italie, à cet instant, sur ce sujet, est dans son bon droit. Alors, on vient en France, après les européennes, il y a les municipales. Quelle est votre stratégie pour les municipales et surtout, est-ce que vous serez vous-même candidat à Marseille? Non, pas surtout, ça c'est vraiment ce qui présente aucun intérêt. L'essentiel, regardons, on va avoir 2 tests qui vont nous situer.
On va avoir le vote dans la circonscription d'Evry, qui va avoir lieu là au mois de novembre. On va Pour donc le remplaçant avoir de une Manuel idée Valls. de notre place et de la confiance que nous accorde le peuple contre la République en marche et la droite, puisqu'ils sont tous coalisés dans cette circonscription. Après, on va avoir les élections européennes. Et c'est ça qui va définir notre place. Ce que je peux vous dire et vous annoncer, c'est que nous formerons des listes sous la bannière France Insoumise dans sans doute 100 villes de France, c'est-à-dire correspondant à au moins une par département. Mais ce sera peut-être plus. Pour le reste, évidemment, on verra ce qui se passe. Mais il y aura cette volonté dans 100 villes, sans compter les villes où les maires vont décider là, par exemple, de soutenir notre liste aux élections européennes. Donc c'est clair qu'on va pas avoir avec eux. C'est une condition que vous mettez. C'est une condition que vous mettez pour après pouvoir soutenir ces maires-là. Oui, c'est une condition. Prenez-la dans l'autre sens. C'est si les gens soutiennent notre liste, clairement on discute au moment des élections municipales. On ne peut pas les traiter comme des adversaires puisque ce sont des amis qui auront eux-mêmes participé à notre campagne. Donc on aura une autre relation. Mais là, je dis aux insoumis qui des fois prennent peur parce qu'ils se disent on va y arriver tout seul. Mais non, écoutez, il faut apprendre maintenant à être le point de rencontre de tout le pays. Enfin, écoutez, il n'y a plus que nous. Vous êtes l'homme de la synthèse, en quelque sorte. La synthèse, je dirais pas ça parce que ce n'est pas le sujet. De la convergence, oui, mais la convergence entre gens qui sont d'accord. Pas de collage, pas de tarabistouille, ni toutes ces choses-là. Et que voulez-vous que je vous dise? Ce maire de la Seine-sur-Mer, qui sort en même temps que Morel, qui va soutenir notre liste sans doute aux élections européennes. Je vais pas aller le revoir le lendemain en lui disant, écoute, comme on s'est disputé pendant 10 ans, maintenant ça continue. Non, ça peut pas être ça. Tout le pays est à la recherche d'une alternative. Nous sommes cette alternative. Tout le monde sait que si quelqu'un doit gouverner ce pays demain de notre côté, c'est nous. Qui voulez-vous que ce soit d'autres? Et Marseille, alors Marseille quoi? Marseille, il y aura des listes insoumises dans tous les arrondissements et il y aura une candidature à la mairie centrale, c'est absolument certain. Et vous qui êtes devenu plus marseillais que les Marseillais, vous aurez envie vous savez, à Marseille, on devient marseillais en 5 minutes où on ne l'est jamais. Voilà. Et bien moi, je suis arrivé avant tout le monde là-bas en 1962 et j'étais déjà marseillais. Mais je ne veux pas exagérer le rôle. Je suis élu des Bouches-du-Rhône qui m'ont élu comme député de la nation française, pas comme député dans le secteur de Marseille. C'est pas le sujet. Nous sommes en train de travailler dur à mobiliser la population marseillaise pour qu'elle défende ses droits et qu'elle prenne confiance en elle-même et soit capable, notamment dans les quartiers populaires, de former des belles listes populaires qui sont pas des arrangements d'appareils. Voilà où on en est. Mais je vous dirai la même chose à Lyon. Vous allez avoir des surprises à Lyon, parce que il faut pas que l'arbre marseillais vous cache la forêt. Vous allez avoir des surprises à Lille, vous en aurez à Toulouse, et dans combien d'autres villes, Montpellier, j'en passe. Et à Paris, peut-être? Alors Paris c'est plus dur pour nous, mais on a un personnage magnifique à Paris qui est Daniel Simonet, que rien ne fait céder, qui est toujours sur la brèche, et honnêtement tout le monde dit que nos chances sont bonnes, 18, 19, 20, au moins 3 arrondissements de Paris semblent être à portée d'insoumission, quoi, disons, parce que c'est pas une étiquette là, c'est un mouvement, je vous l'ai déjà dit tout à l'heure, mais à portée d'insoumission. Oui, au moins cela. Donc après on verra, le reste pourrait suivre. Une dernière question qui n'a pas grand-chose à voir, même rien à voir, Jean-Luc Mélenchon. On parle de l'affaire Khashoggi. Vous savez, du nom de ce journaliste saoudien qui a disparu depuis le 2 octobre au consulat d'Arabie Saoudite en Turquie. Pensez-vous que la France doive demander des comptes plus clairement aux dirigeants aujourd'hui saoudiens, Mohamed Ben Salman? Ne vous inquiétez pas, ils ne feront rien. Parce que déjà, il y a un blogueur qui est condamné à 1000 coups de fouet qu'il reçoit chaque mois. Il en a encore 950 à prendre et naturellement le gouvernement français ne dit rien. Au contraire, le président de la République fait des selfies avec le nouveau sultan qui dirige ce pays. Donc ils ne feront rien. Ce qui est lamentable et calamiteux parce que non seulement, là je m'aperçois que vous émouvez beaucoup parce qu'on a enlevé un journaliste, ce qui est détestable et inacceptable, de même qu'il est inacceptable qu'on en assassine chaque semaine 2 ou 3 en Colombie, mais je voudrais vous rappeler que l'Arabie Saoudite est surtout responsable de la mort de plusieurs milliers de personnes chaque jour au Yémen. Après les bombardements avec du matériel français, avec une coalition, les Français, écoutez-moi bien, les Français interviennent en ce moment par leurs forces spéciales qui observent et fournissent des renseignements au Yémen. Par conséquent, nous sommes liés à l'Arabie Saoudite d'une manière que je juge insupportable et inacceptable. Naturellement, il faut que les Saoudiens rendent ce journaliste parce que ces méthodes de barbares qui consistent à enlever des gens et à les assassiner dans les coins sont intolérables. En tout cas,
pour des gens qui sont censés fréquenter les Français. Merci Jean-Luc Mélenchon d'avoir été l'invité de ce grand rendez-vous. Ce grand rendez-vous qui est évidemment en partenariat avec CNews et Les Échos. Merci à vous tous de nous avoir suivis. On se retrouve la semaine prochaine.